Ce soir à Biarritz, une maison qui avait oublié comment respirer rencontre la seule personne assez courageuse pour en ouvrir les fenêtres. Aïcha Dupont, 28 ans, aide-soignante au feu discret, entre dans le monde d'Étienne Carrel. Père célibataire de 30 ans, enfermé dans son deuil, et 2 jumeaux de 5 ans en fauteuil roulant qui avaient oublié comment rire. Un après-midi, Étienne rentre plus tôt que prévu, et il entend des éclats de rire qui montent de la piscine. Cet instant brise le silence et inaugure une bataille contre les voisins jugeants, une tempête qui les piège entre 2 étages et une pièce verrouillée qui retient encore une berceuse. Restez jusqu'à la fin pour découvrir quel nom sera écrit sur la porte et quelle promesse sera signée près de l'eau. N'oubliez pas de vous abonner et de nous dire d'où vous regardez. Étienne Carrel avait parcouru des centaines de fois le chemin de dalle menant à l'arrière de la maison, toujours au même pas mesuré, toujours en s'attendant à ce lourd silence tombé sur son foyer comme un second toit. Ce soir-là ne semblait pas différent jusqu'à ce que le son l'atteigne à mi-chemin. D'abord, il pensa à un oiseau ou à un écho venu du jardin d'un voisin, mais cela revint une détonation claire, suivie d'une autre puis des vagues roulantes. Du rire pas poli, pas forcé, mais libre et jaillissant, le genre de rire qui emplissait autrefois sa maison, absent depuis les funérailles d'Émilie. Étienne ralentit le cuir de ses chaussures, chuchotant sur la pierre, et ressentit une confusion si physique qu'elle le figea sur place. Le rire montait comme la vapeur de la piscine chauffée au fond du jardin réel et incroyablement éclatant. Il prit une inspiration qui se bloqua à mi-gorge et continua d'avancer son esprit déjà parcouru de questions qu'il n'était pas prêt à formuler. Lorsqu'il arriva aux portes vitrées, la scène se révéla devant lui, une image qui refusait de rester immobile parce qu'elle était vivante, si vivante, que son premier réflexe fut de douter de ses propres yeux. Dans l'eau tiède de la piscine, Aïcha tenait ses fils, comme si elle était née pour ce moment, non pas engagée pour cela. Léo et Noé portaient chacun une ceinture de mousse vive qu'elle avait cousue elle-même, sangles ajustées parfaitement à leurs petits torses, des couleurs comme des éclats d'aurore contre le bleu. Leurs jambes flottaient légères derrière eux, leurs bras décrivaient de lents arcs-doigts, tranchant la surface, tandis qu'elle comptait comme une speakerine de la NASA. 3-1, décollage, lança-t-elle, et les garçons battirent à des jambes, en criant comme si la piscine était devenue une rampe de lancement vers un ciel qu'eux seuls pouvaient voir. Aïcha souffla une pluie de bulles à la surface, ses joues gonflées comiquement, jusqu'à ce qu'elles éclatent de rire roulant à travers le jardin. Étienne avait payé toutes les thérapies que l'argent pouvait acheter, pris tous les rendez-vous, construit une maison adaptée au fauteuil et au silence. Et pourtant, jamais il n'avait vu ses fils ainsi. La vision fut comme une lame, glissant sous ses côtes aiguës d'émerveillement, plus encore de culpabilité. Il posa sa paume contre le verre, en sentit la fraîcheur et se força à respirer. Dans la piscine, la scène suivait son propre rythme. Ignorant qu'on les observait, Aïcha se déplaçait avec expertise, gardant son corps entre les garçons pour les soutenir tout en leur laissant la liberté. Capitaine Léo bâbord. Capitaine Noé tribord, déclara-t-elle d'une voix chaude et taquine. Préparez-vous pour l'amérissage. Léo éclata de rire, un vrai sourire plein de dents, et projeta de l'eau sur elle des 2 mains. Noé suivit sa voix plus frêle résonnant. Amérissage. Le mot était un peu déformé, mais reconnaissable. Elle applaudit comme s'il s'agissait d'une médaille. « Oui, c'est ça », dit-elle en frappant ses mains mouillées. Les garçons rayonnaient vers elle, 2 fils qui s'élevaient là où les nuages avaient résidé. Étienne pensa aux innombrables soirées où ils étaient restés raides dans leur fauteuil, évitant son regard, et à la façon dont il s'était répété qu'il leur fallait du temps, plus de thérapie, plus de patience. Et voici qu'en moins d'1 semaine, cette femme avait su éveiller ce qu'il n'osait plus espérer. Il resta au seuil, le son de leur joie déferlant sur lui,
comme une lumière qu'il ne pouvait toucher. Aïcha jeta un regard par-dessus son épaule et croisa celui d'Étienne à travers la vitre. L'espace d'un instant, elle sembla le jauger, ni surprise ni coupable, simplement consciente. Elle ne se précipita pas pour s'excuser, ni pour expliquer. Elle leva simplement la main, un petit geste de paume ouverte qui ressemblait à une question. Étienne comprit qu'elle l'invitait à entrer sans mots, comme pour dire que ce moment n'était pas le sien à elle seule. L'invitation pesa plus lourd qu'un reproche. Il hésita, les doigts, encore pressés contre le verre, les souvenirs pesant plus fort derrière ses côtes. Émilie tenant les garçons sur la plage. Émilie riant jusqu'à en perdre haleine. Émilie disparut. Le rire maintenant était une langue étrangère qu'il voulait comprendre, mais craignait d'avoir oublié. Il pensa au graphique des thérapeutes empilés sur son bureau, à la pitié polie dans leur voix, et se demanda ce qu'il dirait s'il voyait cela. Se demanda ce qu'il était censé faire lui-même. Il resta figé un homme au seuil de quelque chose qu'il n'avait pas construit et qu'il ne contrôlait pas. Les garçons n'avaient aucune idée qu'ils étaient observés. Léo se retourna sur le dos et flotta les bras écartés, comme des ailes les yeux fermés pour retenir l'instant. Noé l'imita, bien que ses petites jambes battent inégalement en voyant des rides à la surface. Aïcha les soutint d'une main sous chaque dos, murmurant quelque chose qu'Étienne n'entendit pas, mais qu'il vit dans l'apaisement de leur visage. Puis elle compta à nouveau. Astronaute prêt, 3, 2, 1, gravité 0. Et elle retira ses mains. Pendant quelques secondes, ils flottèrent entièrement seuls, en apesanteur, les yeux grands ouverts, la bouche entr'ouverte d'émerveillement. Rien de spectaculaire, pas de guérison miraculeuse, seulement 2 enfants goûtant à la liberté dans un corps plongé dans l'eau. Mais pour Étienne, c'était comme voir le monde retrouver son axe. Il serra plus fort le chambranle de la porte, son cœur battant contre sa paume, comme s'il voulait s'en échapper. Il n'avait pas réalisé avant cet instant à quel point le son de leur joie lui avait manqué, à quel point il en avait été affamé, et combien il était mal préparé à la douleur douce qu'apportait son retour. Étienne resta au seuil, la culpabilité et l'émerveillement luttant en lui. Il avait bâti une forteresse autour de ses fils, pensant les protéger, mais peut-être n'avait-il construit que des murs autour de lui-même. Leur rire était un marteau contre ces murs, les fissurant, là où il n'avait jamais osé toucher. Les yeux d'Aïcha croisèrent les siens encore une fois stables et inébranlables. Et dans ce court moment figé, il reconnut une porte qui s'ouvrait, une porte dont il ignorait que la maison la possédait encore. Il resta là la main sur le verre froid, les observant le souffle court, comme si bouger risquait de briser l'enchantement. Le rire monta encore clair et vrai, et pour la première fois depuis longtemps, Étienne ne détourna pas le regard. Le lendemain matin, le soleil inondait les baies vitrées, mais la lumière semblait étouffée, comme si la villa elle-même retenait son souffle. Aïcha se déplaçait doucement, mais avec assurance, non pas à pas feutrés comme une invitée, mais avec l'assurance de quelqu'un qui prend la mesure des lieux. Elle rangeait le petit déjeuner en fredonnant doucement ce qu'elle avait appris à faire pour apaiser les jumeaux plus sûrement que des mots. Dans la cuisine éclatante, elle remarqua comme toujours de minuscules indices. Les architectes avaient manqué quelque chose en bâtissant ce monument de commodité. Les plans de travail trop hauts pour de petits bras. Le bouton de l'ascenseur trop hors de portée de petites mains. Le planning de thérapie scotché au réfrigérateur comme un avertissement. Léo serrait une carte Panini qu'il ne jouait jamais son pouce, frottant le coin comme pour en effacer les bords. Noé amassait des autocollants au lieu de mots les alignant en rangées silencieuses et soignées sur la table. Étienne était assis à l'îlot de cuisine, coude planté, observant comme si sa simple présence risquait de briser quelque chose de fragile. Il n'était que 8 heures, mais déjà le poids de la routine pesait sur eux. La maison paraissait parfaite, mais vécue imparfaitement, une coquille qui avait oublié son souffle.
Aïcha décida qu'elle ne laisserait pas la matinée s'enliser dans ce silence rassis. Elle ouvrit le réfrigérateur et sortit des fruits pour des compotes mixées en les nommant à voix haute, comme si elle donnait un cours. « Banane, fraise, myrtille », dit-elle, attendant que les garçons répètent. Léo la regarda et souffla presque imperceptiblement. « Banane », si doucement qu'on faillit l'entendre à peine. Noé détacha un autocollant de son t-shirt et le colla près de son coude sur le plan de travail. « C'est un oui », traduisit-elle avec un sourire en laissant tomber les fruits dans le mixeur. La machine rugit. Étienne sursauta au bruit, mais resta assis. Quand elle versa les boissons dans des verres, elle les posa devant les enfants sans cérémonie, observant pour voir qui tenterait le premier. La main de Léo trembla, mais trouva la paille. Noé inclina trop son gobelet et une rivière de compote rose s'étala sur la table. Avant qu'Étienne n'ait pu réagir, Aïcha signait déjà de ses mains patients, d'abord serviettes, ensuite ses gestes gracieux et calmes. Elle les avait appris dans ses cours du soir, mémorisant sous des néons fatigués les signes pour attendre, d'accord, aide. Aujourd'hui, ils comblèrent l'écart entre chaos et sérénité, entre accident et apprentissage. La tâche n'était pas une catastrophe, mais une petite répétition de la grâce. Étienne observa la scène derrière sa tasse de café, la vapeur s'élevant entre ses yeux et les leurs. Il avait toujours cru être présent parce qu'il était physiquement là. Mais en regardant Aïcha, il vit la différence entre proximité et participation. Les garçons répondaient à sa présence sans se rétracter. Ils osaient se tromper avec elle parce qu'elle leur laissait l'espace de se relever. Il pensa aux innombrables séances de thérapie où les progrès se mesuraient en millimètres et en hochements polis. Ici, dans cette cuisine, le progrès se dessinait dans une boisson renversée, un nom de fruits soufflé, un autocollant offert comme un drapeau. « Vous faites paraître ça facile », dit-il enfin la voix basse. Aïcha le regarda sans ironie ni déférence, juste posée. « Ce n'est pas facile », répondit-elle, « mais ils savent déjà essayer. Il suffit que quelqu'un le remarque. » La simplicité de sa réponse se logea sous ses côtes. Il voulut répliquer, expliquer tout ce qu'il avait remarqué, tout ce qu'il avait fait. Mais les mots semblèrent fragiles. Alors, il but une gorgée de café et resta silencieux, observant ses fils recommencer. Plus tard dans la journée, Aïcha circulait dans la maison avec les garçons qui la suivaient dans leurs fauteuils. Elle ajusta des tapis pour que les roues ne s'y coincent pas, abaissa une pile de livres sur une étagère plus basse et remplaça un épais classeur de thérapie sur l'îlot de cuisine par une boîte de crayons de couleur. « Couleur », proposa-t-elle en tendant à chacun une feuille blanche. Léo fronça les sourcils au début, mais Noé colla un autocollant sur sa page et se mit à tracer des lignes comme des routes. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Aïcha. « Vaisseau spatial », murmura Noé surpris de lui-même. « Vaisseau spatial », répéta-t-elle comme s'il venait d'inventer le mot. Léo dessina ensuite une étoile bancale qui tremblait sur le papier. Étienne observait depuis l'embrasure de la porte, sans savoir quand la cuisine était devenue une salle de classe, ni à quel moment sa maison avait commencé à se transformer sous les mains d'Aïcha. Il remarqua qu'elle ne les forçait jamais à parler, ne les corrigeait pas, mais construisait seulement de petites ouvertures et attendait. Il comprit qu'elle était en train de bâtir la maison qu'il avait cru acheter. Au fil de l'après-midi, Étienne se laissa entraîner dans les marges de leur routine. Il apporta des serviettes, sans qu'on le lui demande, se pencha pour ramasser un crayon tombé, lut même à voix haute un livre illustré. Quand la voix d'Aïcha faiblit, les garçons écoutèrent penchés vers lui, le visage éclairé de concentration. À un moment, Léo tendit la main et effleura la manche d'Étienne. Un petit geste, mais si rare, qu'il le surprit. Il s'interrompit, laissa durer l'instant, puis reprit sa lecture. Aïcha observa sans commentaire, notant simplement en elle-même une petite victoire.
Elle tenait une liste mentale de ce que les garçons savaient ne faire, pas de ce qu'ils ne pouvaient pas. Et chaque étincelle nouvelle, elle la rangeait précieusement. Plus tard, en rangeant, elle écrivit un court mot sur un morceau de papier d'une écriture soignée. « Je vois ce qu'ils savent faire. On commencera par là. » Elle le déposa sur le plan de travail, là où elle savait qu'Étienne le trouverait. Une graine plantée en pleine lumière. Ce soir-là, la maison était de nouveau silencieuse, mais différemment moins comme un vide que comme une pause. Étienne entra dans la cuisine pour prendre de l'eau et aperçut le mot posé près du panier de fruits. Il le prit, lut les mots 2 fois, puis une 3e. L'écriture était nette, mais ferme. Pas d'excuse, seulement une déclaration d'intention. Il resta debout longtemps, le réfrigérateur ronronnant derrière lui, les mots s'installant en lui comme un galet jeté dans l'eau profonde. Sans trop réfléchir, il glissa le papier dans son portefeuille. Il reposa là à côté de vieux tickets et d'une photo d'Émilie avec les garçons sur la plage jamais touchés. Il referma lentement le portefeuille, rangeant la promesse comme pour la rendre tangible. Il n'était pas encore prêt à la dire à voix haute, mais il la portait quand même un petit déplacement silencieux dans une maison qui avait oublié comment respirer. Aïcha n'avait pas encore entièrement déballé son petit sac d'outils qu'elle décida que l'atelier ne serait pas seulement un lieu pour stocker de la poussière et des vieilles balles de tennis. Elle balaya elle-même l'espace, dégota une vieille table pliante dans le placard et la revendiqua comme une femme inaugurant quelque chose de sacré. Des plaques de néoprène du magasin de loisirs créatifs étaient dépliées sur une chaise. Des bandes de velcro, des pinces en plastique, de la mousse et des stylos à paillettes s'éparpillaient comme des trésors. Elle ne fabriquait pas seulement des accessoires. Elle bâtissait des symboles. Les ceintures fusées étaient repensées avec soin, assez solides pour maintenir les garçons debout dans l'eau, assez ludiques pour ressembler à un jeu. Elle cousait à la main des étoiles, sur les sangles brodaient des initiales à l'intérieur. Sur une autre table, des couronnes en carton attendaient déjà couvertes de paillettes, chacune doublée de feutrine pour ne pas irriter les fronts sensibles. Quand les garçons roulèrent à l'intérieur pour la première fois, ils ne dirent rien. Léo plissa les yeux comme un critique qui examine une œuvre dont il doute du mérite. Noé croisa les bras, sourcils levés. « Qu'est-ce que c'est tout ça ?» demanda-t-il, moitié suspicion, moitié curiosité. Aïcha ne répondit pas par un discours. Elle leva simplement 2 ceintures et dit « Aujourd'hui, on vole. » Les garçons hésitèrent, comme toujours, devant toute nouveauté, mais quelque chose dans sa voix fissura la tension. Noé se pencha le premier, attiré par l'éclat des couronnes. « Celle-ci est de travers, » grommela-t-il. « C'est la meilleure, » répliqua Aïcha en la fixant doucement à ses cheveux. « Seuls les vrais capitaines portent des couronnes de travers. Ça prouve qu'ils ont traversé des épreuves. » Léo essaya de cacher un sourire sans succès. Et quand elle boucla la ceinture autour de son torse et serra la sangle, il ne broncha pas. « Tu n'es plus seulement Léo, » déclara-t-elle. « Tu es le capitaine Léo Babor. » Puis elle se tourna vers Noé. « Et voici le capitaine Noé Tribord. » Les noms tombèrent d'un comme une incantation, et soudain, l'atelier n'était plus un atelier. C'était un centre de commandement, un laboratoire spatial, un navire de pirates. Ils entrèrent sceptiques et ressortirent transformés. Pour la première fois, ils lui demandèrent de lire l'histoire 2 fois. Le garçon qui trouva la lune, un livre qu'ils avaient toujours ignoré. Ils écoutèrent différemment, comme s'ils croyaient enfin pouvoir faire partie de quelque chose de grand. Quand Aïcha referma le livre et chuchota la dernière phrase, et il vola même avec son fardeau. Les 2 garçons restèrent silencieux un peu trop longtemps, comme s'ils flottaient encore. Étienne était resté longtemps dans l'embrasure de la porte.
Il était venu chercher un outil manquant, mais resta à demi caché, la main posée sur le chambranle, observant quelque chose qu'il ne voulait pas interrompre. Il vit la manière dont Aïcha se mouvait autour des garçons, ni au-dessus d'eux, ni derrière eux, mais à leur côté. Elle ne prenait pas le contrôle, ne surcompensait pas. Elle les laissait diriger quand ils le pouvaient et les soutenait quand ils ne le pouvaient pas. Quand il proposa son aide, elle lui adressa un regard. Pas méprisant, pas brusque, mais un sourire qui disait « Regardez-les ». Ce n'était pas qu'elle ne voulait pas de son aide, c'était qu'elle voulait qu'ils voient de quoi ils étaient incapables. Alors il resta là, et il observa, et pour la première fois, il ne se sentit pas inutile en restant immobile. Il vit Noé saisir le stylo à paillettes, tracer une ligne bancale, puis la raturer et recommencer. Il vit Léo ajuster sa couronne et hocher la tête avec plus d'assurance qu'Étienne n'en avait vu depuis des mois. Ce n'était pas une thérapie. Ce n'était pas structuré, mais cela fonctionnait. Et les garçons n'étaient pas seulement pris en charge. Ils étaient en train de devenir. Cette révélation resta avec Étienne plus longtemps qu'il ne l'aurait cru, même après que la porte de l'atelier se fût refermée derrière eux. Plus tard dans la journée, une orthophoniste passa pour leur suivi hebdomadaire. C'était une femme grande, aux notes précises et au ton sec comme une alarme. Elle parcourut leur graphique de progrès, demanda à Léo et Noé d'exécuter leurs exercices habituels, puis se tourna vers Étienne avec un verdict tranchant. Le jeu dans la piscine devait être plus structuré. La thérapie imaginative n'était pas cliniquement mesurable. Étienne hocha la tête machinalement sans savoir quoi dire. Mais Aïcha, debout près de la bibliothèque, en train de ranger des albums, s'interrompit et laissa le silence durer, juste assez pour compter. Elle ne protesta pas, ne se défendit pas. Elle avala la brûlure comme quelque chose de familier. L'orthophoniste partit son classeur serré contre elle et un sourire trop poli pour être sincère. Dès que la porte se referma, Aïcha se tourna vers les garçons. « Retournons à notre vaisseau. Ces étoiles ne vont pas se nommer toutes seules. » Ils éclatèrent de rire, presque aussitôt, comme s'ils attendaient ces mots depuis des heures. Elle n'avait pas besoin de validation clinique. Ce dont elle avait besoin, ce dont les garçons avaient besoin, c'était de continuer à rire, continuer à bouger, continuer à essayer. C'était déjà une thérapie suffisante. Le soir venu, la maison avait un autre bourdonnement qui ne venait pas des appareils ni des conduits d'air. Étienne se tenait dans le couloir, écoutant les garçons se préparer pour dormir. Aïcha les aidait à se brosser les dents en transformant cela en routine de pirate. Nettoyer le pont, cracher par-dessus bord, et tous deux riaient à travers la mousse et la menthe. Léo roula jusqu'à sa chambre, en fredonnant la chanson des ceintures fusées inventée dans l'atelier. Noé le suivit serrant dans ses mains un morceau de carton taillé en épée. Aïcha resta dans le couloir un instant, les regardant disparaître dans leur chambre, avant de se tourner vers Étienne. « Ils n'ont plus peur du coucher, » dit-elle doucement. « Parce que maintenant, il vient après l'aventure, pas avant. » Étienne ne sut comment répondre. Il hocha simplement la tête, comme si elle venait de dire quelque chose qu'il attendait depuis des années. Elle disparut dans l'escalier, et le silence qui suivit n'était pas vide. Il était mérité. Cette nuit-là, alors qu'Étienne passait devant la porte de Noé pour rejoindre sa propre chambre, il l'entendit. Une petite voix à peine plus qu'un souffle. « Bonne nuit ». C'était doux, presque incertain, mais indubitable. Noé ne l'avait pas dit à voix haute depuis près d'1 an, pas même à son frère. Étienne s'arrêta, le son le prenant de court. Il n'ouvrit pas la porte. Il ne voulait pas effrayer l'instant, ni en faire un spectacle. À la place, il s'assit sur le sol du couloir, le dos contre le mur, les jambes étendues devant lui. Il resta là longtemps,
bien après que la veilleuse se soit allumée, bien après que les deux garçons se soient endormis. Il resta jusqu'à ce que toute la maison, cesse enfin de retenir son souffle. Un samedi matin sans vent, Aïcha se tenait au seuil des baies vitrées de la villa Carrel et souleva doucement une paire de lunettes de soleil devant le visage de Noé. « Aujourd'hui, dit-elle en s'agenouillant pour être à hauteur de ses yeux, nous partons en mission. Pas vers la lune, cette fois jusqu'au bout du monde. » Léo leva les yeux de son fauteuil, déjà sceptique, le pli du doute entre ses sourcils. Étienne s'adossa à l'embrasure de la porte, les bras croisés, clairement dubitatifs, mais silencieux. La plage n'avait jamais été envisagée comme une véritable option, seulement comme un rêve, pour un jour peut-être, que tout le monde savait au fond ne jamais voir arriver. Pourtant, Aïcha avait préparé. Elle avait emballé des serviettes Desanka, des vêtements de rechange de la crème solaire, une petite enceinte Bluetooth et même l'exemplaire usé du garçon qui trouva la lune. Quand les garçons la virent glisser dans son sac, le dépliant du fauteuil de plage adapté, ils comprirent enfin qu'elle ne plaisantait pas. « Pourquoi ?» demanda Léo méfiant. « Parce que l'océan pourrait nous attendre, » répondit-elle doucement. Et on ne peut pas le laisser attendre éternellement. Cette réponse ne suffisait pas à Étienne, mais elle suffisait pour eux. Ils montèrent dans le fourgon, deux garçons avec des casquettes assorties, un père qui gardait ses doutes derrière le volant, et une femme déterminée à leur apprendre que l'aventure ne venait pas après la guérison. Elle en faisait partie. Lorsqu'ils arrivèrent, le parking était presque vide, seulement quelques surfeurs matinaux rinçant leurs planches et des retraités promenant leurs chiens. La rampe descendant vers le sable s'étirait longuement, se courbant doucement vers une plage qui scintillait comme de l'argent pâle dans la lumière basse. Étienne hésita au sommet. Le sable était mouvant, imprévisible, exactement le type de terrain qu'on lui avait déconseillé. Léo s'agrippait au poignet de son fauteuil, tandis que les doigts de Noé serraient le bras de son frère. Aïcha, imperturbable, s'approcha d'un poste de secours voisin. Marie Saul, une femme au visage rougi par le soleil et au débardeur rouge, leur adressa un sourire sans pitié feinte. « Nous avons un fauteuil de plage roue du ballon. Tout ira bien, » dit-elle en le décrochant déjà de son abri. Aïcha aida à transférer les garçons l'un après l'autre, parlant doucement, scrutant sans cesse leurs expressions. Léo gardait la tête basse, respirant à peine. Noé regardait partout, évitant l'eau. Étienne ne disait rien, mais sa mâchoire était si crispée qu'un muscle battait. « On peut faire demi-tour », proposa-t-il une fois. « J'ai dit que j'essaierais », répondit Aïcha sans le regarder. « Et tu as dit que tu me ferais confiance. » Ce n'était pas une dispute, juste une affirmation. Et c'était suffisant. Étienne passa derrière le fauteuil et poussa en avant lentement, hésitant, mais en avant. Le sable s'affaissait sous les rousses ballons, mais le fauteuil avançait. Pouce après pouce, l'océan Atlantique se rapprochait. Aïcha marchait devant eux et s'agenouilla près de la ligne de marée, traçant ses doigts dans le sable mouillé. « Voilà ce que je vois », dit-elle sa voix assez forte pour porter sans crier. « C'est une piste de décollage pour fusée. Regardez cette ligne de coquillages, elle mène à des mares. Et si nous allons assez loin, il y a un royaume où les astronautes apprennent à devenir des pirates. » Noé cligna des yeux. « Tu as dit que les pirates vivent sur des bateaux, » répliqua-t-il. « Eh bien, » sourit Aïcha, « ils doivent bien s'entraîner quelque part, et tout le monde sait que les meilleures écoles de pirates sont sous l'eau. » Un éclat passa entre les frères. Un peu de suspicion, un peu d'émerveillement. Aïcha ramassa une petite coquille et la tendit. « Premier indice, » dit-elle. Léo la prit en silence. Noé pointa un amas de roches scintillantes plus loin. « Là, » demanda-t-il. « Là, » confirma-t-elle. Et juste comme ça, le jeu commença. Étienne expira comme pour la première fois de la journée.
La première vague effleura leurs orteils avant qu'ils ne s'en rendent compte. Les garçons sursautèrent, criant face au froid soudain, mais leurs cris se transformèrent en rires quand l'eau se retira, ne laissant derrière qu'une écume blanche. « Encore !» cria Noé, comme s'il commandait à l'océan lui-même. Aïcha lança un cri de joie, sautant dans la vague suivante et éclaboussant comme si elle ne l'avait jamais fait. « Attention, des monstres de marée arrivent !» prévint-elle, et même Léo en rit. Étienne resta d'abord en retrait, laissant la scène se dérouler. Mais bientôt, il plia les genoux, ses mains se baissant pour stabiliser le fauteuil chaque fois que l'eau poussait plus fort. Maryse observait depuis sa tour, leur offrant de l'intimité sans les ignorer. La plage s'éveillait autour d'eux, mais dans leur petite portion de rivage, le temps se pliait. Aïcha sortit son téléphone et le leva vers les garçons. « Regardez, ici. Ne posez pas. Regardez seulement. » Elle prit la photo, tandis que Léo pointait une mouette au-dessus de lui et que les cheveux de Noé s'envolaient dans la brise. Ce n'était pas mis en scène, ce n'était pas parfait, mais c'était réel. Étienne le remarqua et pour une fois ne protesta pas. La photo capturait ce que les mots ne pouvaient être pas. Du mouvement des rires. Pas une guérison, pas un miracle, mais un pas en avant. Ils restèrent plus longtemps que prévu, le soleil montant, les encas diminuant. Lorsqu'ils remontèrent la rampe, les garçons étaient rouges et fatigués de la meilleure manière qui soit. Léo serrait la coquille qu'Aïcha lui avait donnée comme un secret. Noé s'endormit avant même d'atteindre la voiture. Étienne les aida à remonter dans leur siège avec une douceur qu'Aïcha ne lui avait jamais vue. Pas de précipitation, pas d'excès, seulement une tranquillité appliquée. Sur le trajet du retour, personne ne parla beaucoup. Ce n'était pas du silence, c'était de la satisfaction. Aïcha baissa les yeux sur la photo qu'elle avait prise déjà maculée de sel et de sable et sourit sans s'en rendre compte. Étienne surprit ce sourire dans le rétroviseur et ne dit rien. De retour à la maison, les garçons allèrent directement faire la sieste. Pas de protestation, pas de manœuvre pour gagner du temps, seulement du sommeil. Aïcha circulait dans la maison, avec une énergie calme, essuyant le sable sur les poignées de porte, déballant les serviettes, rinçant les gourdes, fredonnant un air sans mélodie, mais plein de paix. Étienne se tenait près du réfrigérateur, l'observant encore, mais cette fois sans l'attention défensive qu'il portait d'ordinaire. Ce soir-là, après la vaisselle, et une fois les garçons couchés, Aïcha imprima la photo depuis le vieil appareil sans fil qu'Étienne n'utilisait jamais. Elle découpa soigneusement les bords avec des ciseaux de cuisine, lissa un léger pli au coin et la glissa dans le cadre magnétique à côté d'un petit aimant de frigo où l'on lisait « On commence ». Elle la plaça juste à droite d'une liste de courses et d'un dessin de Noé datant de quelques semaines, principalement des gribouillis, mais avec un cœur de travers au centre. Elle ajusta la photo pour qu'elle soit droite, puis recula et la contempla un instant. L'océan n'avait pas dit oui ce jour-là. Il ne les avait pas enveloppés d'approbation, ni promis de miracle, mais il n'avait pas dit non non plus. Et c'était déjà quelque chose. Un peut-être valait mieux que rien. C'était la permission de revenir. Aïcha sourit pour elle-même, hocha une fois la tête et laissa les lumières de la cuisine tamiser. Les garçons dormaient encore. La maison était silencieuse et pour la première fois depuis longtemps, ce peut-être suffisait. Le deuil ne frappe pas à la porte, il s'infiltre. Et dans la maison d'Étienne Carrel, il vivait au bout du couloir, dans une pièce que personne n'osait ouvrir. La nurserie avait autrefois été un lieu de musique de berceuses nocturnes et de petits chaussons rangés dans les tiroirs. Quand Émilie était morte, elle était devenue un sanctuaire par défaut. Pas de cérémonie, pas de rituel, seulement la lente décision de ne plus jamais franchir cette porte. La poussière commença à s'installer dans les coins.
Ses partitions jadis nettes et annotées au crayon se recroquevillaient sur elles-mêmes. Le couvercle du piano toujours ouvert de son vivant reposait désormais fermé comme une enveloppe scellée jamais relue. Étienne passait devant chaque jour, les yeux fixés devant lui, la respiration courte. Les garçons ne demandèrent jamais rien à propos de cette pièce. Aïcha, percevant la révérence et l'évitement, ne posait pas de questions. Elle passait l'aspirateur autour et époussetait tout, sauf la poignée de la porte. Le silence qui entourait cet endroit était la chose la plus bruyante de la maison. Plus fort que les plannings de thérapie, plus fort que les freins des fauteuils roulants, plus fort que le deuil silencieux d'Étienne. Personne ne savait ce qui suffirait à rouvrir cette porte un jour. Puis, une nuit, Noé tomba malade. La fièvre rougissait ses joues, ses yeux vagues et fiévreux. Tandis qu'elle posait le thermomètre sur sa tempe, il murmura « La chanson de la lune. Je veux la chanson de la lune. » Et tout changea. Aïcha n'en avait jamais entendu parler. Elle pensa d'abord que c'était un nom inventé dans un jeu ou une histoire. Mais ce nom avait un poids dans la voix de Noé. Il ne pleura pas, mais il ne détourna pas non plus le regard. « La chanson de la lune. La chanson de maman, répéta-t-il, et cette fois même, Léo, recroquevillé de l'autre côté du lit, leva les yeux avec une douceur qui ne correspondait pas à la peur dans la chambre. Aïcha sortit son petit thermomètre de poche et attendit. Bip, 39, 1 degrés axe. Pas dangereux encore, mais préoccupant. Elle caressa doucement les cheveux de Noé, tentant de le rassurer. « Tu te souviens de la mélodie ?» demanda-t-elle. Il secoua la tête. « Elle est dans la salle de musique », marmonna-t-il, avant de se tourner et de tousser légèrement. Et voilà, la pièce dont on ne parlait jamais nommée, enfin par un enfant en fièvre. Aïcha hésita. Elle ne demanda pas à Étienne. Elle n'annonça pas son intention. Elle se leva simplement, embrassa le front de Noé et marcha jusqu'au bout du couloir. La porte grinça en s'ouvrant avec une facilité surprenante. La poussière la salua d'abord, une immobilité qui sentait le vieux papier et le parfum effacé. Elle balaya la pièce du regard et vit le piano, les partitions soigneusement empilées sur le côté. Au-dessus une feuille se distinguaient bords effilochés, coins usés, intitulés « La chanson de la lune ». Elle la prit, la serra comme quelque chose de sacré et revint dans la chambre de Noé. Sa voix se brisa sur la première note, non pas seulement d'émotion, mais parce qu'elle ne connaissait pas vraiment l'air. Mais le titre suffisait, la structure simple, une berceuse bâtie sur le manque et les notes douces. Elle fredonna ce qu'elle pouvait, inventa le reste, laissant rouler les paroles doucement de sa langue, comme si elles lui appartenaient. « Je te retrouverai sur la lune », chanta-t-elle, là où le ciel retient son souffle, et où le temps dort aussi. Elle n'était pas certaine que ce soit dans les vrais mots, mais cela n'avait pas d'importance. Noé se détendit, son front moins brûlant. Léo ferma les yeux sans dormir sa petite main, cherchant le bras de son frère. Aïcha ne s'arrêta que lorsque le thermomètre sonna à nouveau. 38, 4 degrés Celsius. Elle expira, abaissa la couverture et se releva au moment où Étienne apparut dans l'encadrement de la porte. Sa chemise froissée, ses yeux affolés d'inquiétude. Il s'immobilisa en la voyant. Son regard passa du corps apaisé de Noé à la partition dans sa main, à ses lèvres, qui bougeaient encore légèrement avec les dernières lignes de la berceuse. Il n'entra pas. Il ne demanda pas comment elle avait trouvé la musique. Il resta figé parce qu'il n'avait laissé personne entrer dans cette pièce, pas même lui. Aïcha ne parla pas. Elle inclina simplement la tête vers le banc de la salle de musique et passa devant lui, déposant la partition sur ses genoux comme un poids qu'elle n'était pas certaine qu'il accepte.
Étienne la suivit, à pas lents et irréguliers, comme un homme traversant de vieux fantômes. En entrant dans la salle de musique, il s'arrêta à nouveau au seuil, les mains flottant le long de son corps, les doigts frémissant légèrement. Aïcha ne le poussa pas. Elle marcha simplement vers le piano et souleva le couvercle les charnières, protestant comme si elles aussi avaient retenu quelque chose. Elle posa la partition sur le pupitre et recula. Étienne inspira et traversa la pièce. Il s'assit sur le banc. Ses mains restèrent suspendues au-dessus des touches sans toucher. « Elle jouait ça tous les soirs », dit-il, plus à l'air qu'Aïcha. Elle l'a écrite après la naissance des garçons. Elle disait que c'était pour quand ils ne pouvaient pas dormir, ou quand elle ne le pouvait pas. Aïcha attendit. Il appuya sur une touche, puis une autre. Le son résonna creux, d'abord comme des souvenirs, peinant à reprendre forme. « Je n'ai pas touché ce piano depuis qu'elle... » Il ne termina pas. Aïcha s'assit à côté de lui, sans rien dire. Elle sortit un petit métronome de son sac et le posa entre eux. Elle l'enclencha. Le métronome se mit à battre lentement, régulièrement, comme un cœur attendant qu'on s'y accorde. Étienne le regarda comme une relique d'une vie oubliée. « Je ne sais pas si je me souviens, » murmura-t-il. « Tu n'as pas besoin, » répondit Aïcha. « Essaie seulement. » Il essaya. Une main appuya un accord, l'autre suivit en retard. « Les notes sont fausses, » dit-il en fronçant les sourcils. « Ce n'est pas grave, » dit-elle vite. « Ça n'a pas besoin d'être juste. Laisse-le être. » Ils restèrent là côte à côte, tapotant des notes au rythme du métronome, manquant plus de temps qu'ils n'en trouvaient, mais trouvant quelque chose quand même. Aïcha ne tenta pas de le guider, elle suivit, et peu à peu, sa posture changea. Ses doigts retrouvèrent l'ordre des choses, même si le tempo vacillait. Pendant quelques minutes, la chanson exista. Pas parfaitement, pas saintement, mais suffisamment. Suffisamment pour qu'Étienne cesse de grimacer à chaque note manquée. Suffisamment pour que la pièce ressemble moins à un sanctuaire et plus à un souvenir en mouvement. Elle n'essaya pas de réparer quoi que ce soit. Elle resta. Et c'était, semblait-il, la musique dont la maison avait le plus besoin. Lorsque la dernière note s'attarda dans l'air imparfaite et persistante, Étienne laissa ses doigts reposer doucement sur les touches immobiles. Le métronome continuait de battre le seul son entre eux désormais. Il ne la regarda pas, mais il n'en avait pas besoin. Son silence n'était plus de l'évitement cette fois. C'était une permission. Il ne pleura pas, ne s'effondra pas, n'expliqua rien. Il respira. Et pour Étienne Carrel, c'était déjà tout. Il prit la partition et la reposa avec révérence, comme on remet à sa place quelque chose de précieux. Le banc grinça lorsqu'il se leva. Aïcha resta assise. La pièce ne semblait pas plus légère, mais elle n'était plus verrouillée. Ils regagnèrent le couloir sans un mot. L'espace derrière eux avait enfin cessé d'être un musée, pour redevenir un souvenir. Les garçons dormirent la fièvre retombée. En repassant devant la chambre plus tard dans la nuit, la porte resta entr'ouverte, et aucun d'eux ne songea à la refermer. Cette pièce, autrefois scellée par le chagrin, s'était entr'ouverte juste assez pour laisser entrer la nuit. Caroline Dubois avait toujours cru à l'évangile des apparences. Ses haies taillées comme des cadets au garde-à-vous, sa pelouse si parfaite qu'on aurait dit qu'elle avait été repassée, et ses hortensias qui fleurissaient hors saison parce qu'elle payait pour cela. Depuis sa fenêtre du premier étage, elle avait une vue directe sur le jardin des Carrel, une vue qu'elle n'avouait jamais surveiller, mais qu'elle observait toujours. C'est ainsi qu'elle remarqua d'abord le bruit. Pas fort, mais joyeux. Puis vint la couleur. Des ceintures de mousse rouges et bleues, des couronnes en carton pailleté, et les tresses d'Aïcha attrapant le soleil alors qu'elle riait avec les jumeaux dans la piscine.
Le spectacle jurait avec l'univers feutré et codifié de Caroline, fait de tons neutres et de dégustation de vins programmés. Pour elle, cela paraissait déplacé, inapproprié, non surveillé. Elle ne s'adressa pas directement à Étienne. Elle fit plutôt 2 coups de fil, l'un au syndic de copropriété, l'autre à une amie dont le mari travaillait dans le droit. « Je suis simplement inquiète », dit-elle d'une voix sèche, « pour la sécurité, pour la responsabilité. » Ces mots étaient polis, mais son ton sonnait comme un verdict. Quelques jours plus tard, un SUV noir se gara dans l'allée des Carrel, alors que les garçons riaient encore. Un homme en descendit un dossier sous le bras, une sacoche en bandoulière. Il se présenta calmement. « Monsieur Delaunay, services sociaux. » Étienne ne sut pas comment réagir d'abord. Les garçons étaient dans la piscine. Aïcha, à quelques mètres dans l'eau jusqu'à la taille, soutenait Léo qui battait des jambes comme un poisson apprenant à nager. Noé tournait en rond avec sa couronne de travers criant « Capitaine Noé au rapport ». La musique diffusait un air léger et joyeux. Étienne resta figé derrière la baie vitrée, l'ombre du dossier planant déjà sur eux. Monsieur Delaunay s'avança à pas mesurés, sourire professionnel, voix posée mais ferme. « J'ai juste quelques questions, » dit-il. Aïcha guida doucement Léo vers le bord, sortit de l'eau sans hâte, et s'enroula d'une serviette à la taille. Elle ne paniqua pas, n'éleva pas la voix. Elle regarda les garçons et dit « Souvenez-vous de nos oreilles d'écoute. » Monsieur Delaunay commença. « Qui surveille les activités à la piscine? Quelle est votre formation? Depuis combien de temps êtes-vous dans ce foyer? Les 2 parents sont-ils présents? » Les questions s'enchaînaient, brèves mais lourdes. Étienne sentit quelque chose d'ancien et de rageur monter en lui. « Je suis leur père, » dit-il sèchement. Elle n'est pas maître nageur, avait un jour glissé Caroline à une oreille voisine. Elle n'est même pas infirmière. Mais M. Delaunay n'était pas là pour juger. Il était là pour écouter. Et pourtant, l'écoute faisait mal. Aïcha resta droite, répondant à chaque question, avec clarté et calme. Elle expliqua ses cours en soins pédiatriques, sa certification en premiers secours, son expérience en accompagnement de kinésithérapie et même les techniques adaptées qu'elle avait inventées pour la piscine. Monsieur Delaunay nota tout. Il jeta un regard vers les jumeaux soudain silencieux, regroupés avec des yeux inquiets. « Est-ce que vous êtes bien avec elle ?» demanda-t-il. Noé hocha lentement la tête. Léo regarda d'abord son père, puis dit « Avec elle, les journées sont amusantes. » Cela brisa quelque chose chez Étienne, tant cette phrase contenait plus de vérité que n'importe quel rapport. Aïcha s'agenouilla près des garçons et murmura « Vous pouvez dire la vérité, même si elle vous paraît immense. » Léo revint avec une photo de la plage un peu froissée, celle qu'Aïcha avait imprimée. Elle a pris ça quand l'eau était froide, mais on a ri quand même. Monsieur Delaunay examina la photo. Puis Noé roula jusqu'à la cuisine et pointa le frigo. « C'est elle qui a écrit ça, » dit-il en tapotant un carré d'encre bleue. « Pratiquez la joie. » Monsieur Delaunay copia la note. Il ne sourit pas, mais son regard changea. L'entretien continua sur un ton plus doux. Monsieur Delaunay s'assit, posant des questions sur la routine, l'alimentation, l'accessibilité, la stimulation. Étienne répondit davantage cette fois d'une voix plus mesurée, plus présente. Il évoqua les changements des dernières semaines, comment le coucher n'était plus associé à la peur, comment le rire faisait désormais partie de l'air de la maison. « Vous construisez quelque chose ici, » dit finalement M. Delaunay en se levant. « C'est fragile, mais c'est réel. Documentez-le. Pas pour moi, ni pour eux. Pour vous. Tenez des traces. » Étienne ne demanda pas pourquoi. Il savait pourquoi. Les histoires avaient besoin d'être protégées, surtout celles qui ne ressemblaient pas au modèle traditionnel.
Aïcha resta immobile jusqu'au départ de M. Delaunay. Quand la porte d'entrée se referma, elle s'affaissa sur le canapé, pas en pleurs, mais plus silencieuse qu'à l'ordinaire. Étienne resta debout non loin, sans savoir s'il devait s'excuser, la remercier ou les deux. « Cela devait arriver tôt ou tard, » dit Aïcha. « Les gens n'aiment pas ce qu'ils ne comprennent pas. » Étienne acquiesça lentement. « J'aurais dû être plus préparé. » Aïcha le regarda, le visage impassible. « Tu l'étais, » répondit-elle. « Tu n'es pas parti. » Les garçons ressentirent tout cela, comme les enfants le font toujours. Ce soir-là, après le dîner, Léo s'approcha d'Aïcha, alors qu'elle pliait des serviettes. Il ne parla pas, posa simplement sa main sur la sienne. Noé suivit une seconde plus tard, enroulant ses petits doigts autour de son auriculaire. C'était silencieux, mais cela disait tout. Ils n'avaient là pas besoin d'explications. Ils avaient seulement besoin d'être sûrs qu'elle ne partirait pas. Aïcha baissa les yeux vers eux et força un sourire, mais ses yeux brillaient. « Je suis toujours là, » murmura-t-elle. Étienne le vit depuis le couloir, vit la manière dont ses fils s'accrochaient à elle, comme à une ancre dans une mer encore instable. Quelque chose en lui se fissura et se remodela en même temps. Il avait cru que d'être père signifiait les protéger de tous les coups, mais il comprit à présent que cela voulait aussi dire reconnaître qui pouvait l'aider à tenir la ligne. La maison était silencieuse, mais pas froide. Cela comptait. C'était nouveau. En allant se coucher, Léo s'arrêta devant le calendrier du couloir et pointa la case du jour. « Il nous faut un autocollant, » dit-il. Aïcha prit la planche d'étoiles dorées et la lui tendit. « Laquelle ?» demanda-t-elle. « La grande, » répondit Noé. C'était une grande journée. Ils collèrent l'étoile à la case, avec des doigts appliqués. Puis ils reprirent de ses mains un garçon de chaque côté, la guidant dans le couloir, comme s'ils ne faisaient pas confiance à la maison pour rester chaude sans elle. Étienne resta derrière eux, les bras croisés, mais pas fermés. Pour une fois, il n'avait pas besoin de commenter l'instant. Il regarda seulement ses fils se blottir contre Aïcha, chacun posant une joue contre sa paume. Elle ferma les yeux et laissa échapper un souffle. La tempête était passée, mais non sans les érafler. Ils étaient encore debout. Ils étaient encore là, et dans le calme, la menace écartée, la vérité demeurant leurs mains sur les siennes, disait ce que les mots ne pouvaient pas. Reste. Reste simplement. Tout commença avec un simple cahier. Aïcha l'avait trouvé dans un bac de déstockage à la pharmacie Spirale métallique, couverture souple anodin. Mais ce qu'elle y inscrivit devint sacré. Chaque soir, après que les garçons s'étaient endormis et que le lave-vaisselle avait terminé son cycle, elle s'asseyait au bord du canapé et écrivait. Pas de longs essais, pas d'histoire complète, juste des fragments des observations, des preuves que le changement avait eu lieu, même minuscule. Léo a demandé de l'aide au lieu de se cacher derrière son fauteuil. Noé a dit encore 2 fois aujourd'hui, sans qu'on le lui suggère. Les deux ont goûté au brocoli. Verdict dégoûtant, mais courageux. Elle ne les lisait jamais à voix haute, mais laissait parfois le cahier ouvert sur le plan de travail de la cuisine, comme un fil d'Ariane à travers la transformation silencieuse de la maison. Étienne ne tarda pas à le remarquer. Un soir, en remplissant la gamelle du chien, il s'arrêta devant le cahier, hésita, puis prit un stylo. Il n'écrivit pas un paragraphe, juste 4 mots en lettres carrées irrégulières qui ressemblaient plus à des plans d'ingénieur qu'à une écriture. Aujourd'hui, j'ai ri. L'encre avait bavé légèrement, là où sa main avait tremblé. Le lendemain matin, Aïcha le trouva, passa son pouce sur la page et ajouta un petit cœur dans la marge. Pas enfantin, pas séducteur, juste honnête, une reconnaissance. L'acte de consigner devint un rituel familial, bien qu'il ne la place jamais ainsi.
Les garçons participèrent à leur manière. Des autocollants marquèrent les victoires sur le calendrier étoile bleue pour les jours de piscine cœur vert, pour les jours sans larmes éclairs, pour les jours où ils se sentaient courageux. Le frigo devint une fresque de bravoure. Étienne plastifia une version de leur routine hebdomadaire et la plaça sous un aimant qui disait « Un pas à la fois ». Même les post-it éparpillés sur le panneau de liège de la cuisine commencèrent à changer de ton. Pensez à recharger les batteries des fauteuils. Acheter plus de myrtilles. Ils aiment ça maintenant. Remplir les bulles de savon. Aïcha se mit à scanner d'anciens comptes rendus de kinésithérapie et à imprimer des passages surlignés. Des objectifs autrefois jugés inatteignables désormais rayés. Impossible d'ignorer le changement. Il y avait désormais du mouvement. Pas en grands bonds cinématographiques, mais en centimètres vécus mesurables. Quand Léo essaya de nouer ses lacets et abandonna seulement après 10 minutes au lieu de 2, cela entra dans le cahier. Quand Noé demanda la chanson de la lune avant de dormir sans qu'on le lui rappelle cela aussi. Leur monde s'élargissait une page à la fois. Puis vint le docteur Huchon, un pédiatre renommé, invité par un ancien collègue d'Étienne, bien intentionné mais mal avisé dans son timing. Huchon arriva à 10 heures précises, une valise pleine de diplômes, et un ton qui respirait les systèmes plus que les enfants. Il entra comme s'il possédait l'air ambiant et ne serra pas de main. Dès qu'il mit un pied dans le salon, son regard se posa sur Aïcha, assise au sol, aidant Noé à ajuster son attelle. « Ah !» dit-il platement, à peine un coup d'œil. « Laide. » Ce n'était pas dit avec méchanceté. C'était pire. C'était dit par réflexe, comme une évidence, une étiquette jetée avec désinvolture. Aïcha ne broncha pas, mais redressa le dos ses mains, soudain plus précises. Étienne se figea suspendu, attendant que quelqu'un parle. Puis, avant même qu'il ne s'en rende compte, sa voix sortit calme, mais dure. « C'est grâce à elle que mes fils dorment la nuit. » Huchon s'arrêta son stylo, suspendu au-dessus du dossier. « Pardon. » Étienne fit un pas en avant. « Vous demandiez des données médicales. Voilà. Ils dorment maintenant. Ils rient. Ils parlent. Elle n'est pas laide. Elle est la raison pour laquelle ils guérissent. » Ces mots tombèrent avec le poids d'une pierre, et le silence qui suivit en dit long. C'était nouveau. Le docteur Huchon ne contredit pas. Il continua simplement davantage de questions cliniques, de comparaisons de protocoles de hochement de tête, condescendants, face au temps passé dans la piscine, jugé trop peu structuré. Mais une ligne venait d'être tracée, une ligne qu'Étienne n'aurait jamais cru pouvoir défendre. Il observa Aïcha attentivement durant l'entretien. Elle resta digne, répondit avec clarté lorsqu'on l'interrogea. Encouragea doucement les garçons à participer, mais il vit la tension dans sa mâchoire, la manière dont elle retenait son souffle chaque fois que Huchon s'adressait à elle sans vraiment la voir. Quand le médecin finit par partir, il remercia Étienne, mais pas Aïcha, et fit un vague signe de la main aux enfants sans se pencher sans sourire. La porte se referma et avec elle la température de la maison sembla remonter de quelques degrés. Étienne regarda vers Aïcha, mais elle rassemblait déjà les cahiers des garçons, parlant d'une voix joyeuse de nouvelles étoiles autocollantes comme récompense. Plus tard, elle s'excusa doucement, prétextant des courses. Il la laissa partir sans poser de questions. Certaines choses doivent d'abord être ressenties seules avant de pouvoir être partagées. Aïcha ne roula pas loin. Elle gara sa voiture un peu plus bas, entre deux haies d'une rue tranquille. Elle posa son front contre le volant et laissa les larmes couler. Pas des larmes quémandant la pitié, mais celles qui naissent d'une pression accumulée trop longtemps après trop de pièces où sa valeur avait été traitée comme une variable. Ce n'était pas l'insulte qui l'avait brisée. C'était le contraste, la façon dont Étienne avait pris sa défense.
La façon dont les garçons l'avaient regardé, après attendant la prochaine page de leur histoire d'autocollant. Pour la première fois depuis son arrivée dans cette maison, quelqu'un avait nommé sa place. Et c'était vrai, pas juste aimable, pas juste utile. Vrai. Cette reconnaissance avait fendu quelque chose en elle, quelque chose qu'elle n'avait pas conscience de serrer si fort. Elle pleura parce que les mots qu'elle n'avait jamais demandés avaient enfin été prononcés dans une pièce qui comptait, parce que la ligne avait été tracée, et que cette fois, elle n'était pas seule à devoir défendre sa présence. De retour à la maison, l'autocollant du jour fut une étoile dorée choisie par Léo. « Parce qu'elle brille et qu'elle est bruyante », dit-il. Noé insista pour la coller à côté du mot qu'Étienne avait écrit en lettres capitales. « Aujourd'hui j'ai ri ». Aïcha revint juste à temps pour les voir faire. Elle s'arrêta sur le pas de la porte, les yeux encore un peu rouges. Mais elle sourit quand les garçons roulèrent vers elle, chacun tenant un nouvel autocollant qu'il n'avait pas encore placé. « Celui-ci est pour toi », dit Noé en tendant un cœur. « Parce que tu n'as pleuré qu'après », ajouta Léo se surprenant lui-même. Aïcha s'agenouilla et les serra tous deux dans ses bras. Pas en sanglots, pas en tremblant. Simplement, ferme et présente. Étienne, observant depuis le couloir, réalisa qu'il n'avait rien écrit dans le cahier depuis le départ de Huchon. Ce soir-là, après que les garçons se furent endormis et qu'Aïcha se fut retirée, il ouvrit une nouvelle page blanche et nota brise-lames formées. Nous sommes encore debout. Ça a commencé, comme certaines tempêtes, non pas avec le tonnerre, mais avec un silence trop rapide. 1 minute plus tôt, Aïcha poussait les jumeaux dans l'ascenseur après le déjeuner. Noé voulait montrer à Léo un dessin secret qu'il avait fait à l'étage. Et la minute suivante, les lumières au-dessus d'eux clignotèrent comme des yeux incertains. Elle leva les yeux, l'instinct lui soufflant ce qu'elle ne voulait pas admettre. « Le courant fait des siennes », dit-elle d'un ton qui se voulait léger. « Peut-être que c'est juste la pluie », hasarda Léo incertain. Puis l'ascenseur trembla, en pleine montée, les lumières s'éteignirent, et d'un violent sursaut la cabine s'arrêta, juste stoppée. Aïcha appuya aussitôt sur le bouton d'urgence, son pouce insistant, jusqu'à ce qu'une voix métallique confirme que l'appel était passé. Mais elle savait déjà que les appels ne calment pas la peur. Elle pouvait la sentir s'épaissir autour d'eux, s'enrouler dans l'air confiné. Et alors, Noé murmura presque inaudible. « Il pleuvait quand elle est morte. » Cette phrase fissura le silence. La panique ne crie pas toujours. Parfois, c'est une respiration qui se raccourcit, des doigts qui s'agrippent au tissu, 2 petits garçons qui ne pleurent pas, mais se replient. Aïcha ne répondit pas par des mots. Elle s'assit lentement par terre, jambes croisées, et ouvrit ses bras. « Venez, » dit-elle, « cette tempête ne gagnera pas. » Ils glissèrent vers elle, sans hésiter, et elle les serra fort contre sa poitrine. L'ascenseur paraissait plus étroit, mais son étreinte, elle était immense. « Je vais vous raconter une histoire, » dit-elle, la voix basse et stable. « Sur des astronautes, pas ceux qui vont dans l'espace juste pour saluer la Terre, mais ceux qui se retrouvent coincés entre les étoiles et doivent trouver une solution ensemble. » La tête de Léo se posa contre ses côtes. Les doigts de Noé s'entrelacèrent dans son t-shirt. « Une fois, » continua-t-elle, 2 petits astronautes se perdirent entre les planètes. Tous les contrôles s'étaient arrêtés. Ils ne voyaient non plus où aller. Tout était noir. Mais ils avaient en quelque chose que les autres n'avaient pas. « Quoi ?» demanda Noé la voix fêlée. « L'un et l'autre, » répondit-elle. Ils n'avaient pas besoin de voir les étoiles s'ils pouvaient se tenir la main et écouter le même battement de cœur. Elle tapota ses doigts contre la barre métallique derrière elle, lent et régulier comme un tambour sous l'eau. C'est ce qu'on fait maintenant. Pas bloqué, juste en flottement,
Mais ensemble, elle sentit leur respiration commencer à ralentir. Pas calme, mais solide. Même dans le noir, demanda Léo. Surtout dans le noir, répondit Aïcha. Puis doucement, elle se mit à fredonner faux doucement, mais de façon reconnaissable, la chanson de la lune. Elle n'avait pas prévu de le faire, n'y avait même pas pensé. C'était sorti comme un réflexe, comme si son corps se souvenait de la berceuse avant son esprit. Noé laissa échapper un son entre un soupir et un sanglot, et elle resserra ses bras sans qu'il ait besoin de le demander. « Continue de chanter, murmura-t-il, même si c'est faux. » Aïcha sourit et hocha la tête. « Toujours, promit-elle. » La mélodie n'était pas fluide. Sa voix se brisait parfois, mais c'était suffisant pour envelopper les trois d'un vrai lien. Dans cette boîte sombre, suspendue entre deux étages, la chanson transformait l'espace. Ce n'était plus un piège, mais une capsule, un lieu où le temps pouvait patienter. Elle ne prétendait pas que la peur n'existait pas. Elle lui donna juste un rythme, quelque chose à suivre, quelque chose pour empêcher qu'elle ne les dévore. Et tandis que le tonnerre grondait dans les eaux de l'immeuble, elle continua de tapoter la barre métallique comme une corde de survie, sa voix filante à travers la tempête comme un fil d'argent les tirant vers le calme. À l'étage, Étienne était à mi-chemin du couloir quand la panne plongea la maison dans un silence inquiétant. Il jura entre ses dents et courut vers le panneau de l'ascenseur, martelant le bouton en vain. C'est alors que son corps se figea. Ils étaient dedans. Il dévala les escaliers, appela à l'aide, trouva le régisseur de l'immeuble, un vieil homme nommé Gérard, présent depuis avant la rénovation. Ils sont coincés entre deux étages, aboya Étienne. L'ascenseur est mort. Il faut l'ouvrir maintenant. Gérard hésita. Monsieur la surtension. Je m'en fiche, coupa Étienne. Trouvez un moyen. Les minutes passèrent comme des heures. Ils forcèrent la porte de la cage au 3e étage. En dessous, Étienne entendit quelque chose faible, étouffer une voix qui chantait. « Elle chante pour eux », souffla-t-il, stupéfait. Il saisit le pied de biche que Gérard lui avait tendu à contre-cœur et travailla l'ouverture jusqu'à l'entrevoir. Aïcha, assise au sol, les bras autour des deux garçons, les berçait doucement. Ses yeux croisèrent les siens une seconde et ne scièrent pas. « Ils vont bien », articula-t-elle sans un son. Étienne ne croyait pas au miracle, mais cela s'en rapprochait. Il fallut encore quelques minutes pour forcer le frein. L'ascenseur gémit comme une chose sortant d'un mauvais rêve, puis se remit en marche d'un sursaut. Les portes s'ouvrirent dans un souffle, et Étienne laissa tomber le pied de biche en entrant. Les garçons ne se jetèrent pas dans ses bras. Ils ne pleurèrent pas. Ils levèrent seulement vers lui, leurs grands yeux blottis dans les bras d'Aïcha. Et cela, plus que n'importe quel cri, lui dit à quel point la peur avait frôlé la catastrophe. Ses mains tremblaient, ses poings serrés, mais il ne les prit pas tout de suite. Il s'accroupit, croisa leurs regards. « Vous êtes en sécurité », dit-il d'une voix rauque. « En sécurité maintenant. » Léo hocha une fois la tête. Noé détourna la sienne et l'enfouit plus profondément dans l'épaule d'Aïcha. Elle se déplaça légèrement, laissant à Étienne plus d'espace, mais c'était clair. Ils n'étaient pas prêts à quitter ses bras. Et peut-être que lui non plus. Il la regarda la gorge serrée. Pas de discours, pas de gratitude lyrique. Juste un mot brut, honnête. Reste. Le matin après la tempête, le calme qui régnait ne venait pas du silence, mais de quelque chose de plus profond. Du soulagement peut-être, ou de la lueur de ce qu'ils venaient de traverser ensemble. Étienne se tenait au bout du couloir, la main sur la poignée de la chambre, qui était restée si longtemps close, comme une plaie qu'on n'ose pas nettoyer. Sans frapper, sans cérémonie, il poussa la porte. La poussière collait encore au coin,
et une odeur fanée de lilas flottait dans les tissus, mais la pièce ne semblait plus sacrée, juste suspendue. Il la parcourut du regard, puis se tourna vers les jumeaux et demanda presque doucement « Qu'est-ce que vous pensez qu'on devrait en faire ?» Léo, assis dans son fauteuil, jambes sous une couverture, parla le premier. « Le ciel », dit-il simplement. La réponse de Noé suivit un instant plus tard, douce mais assurée. De la musique. Étienne ne demanda pas ce qu'il voulait dire. Il hocha seulement la tête comme s'il comprenait. D'une étrange façon, il comprenait. Aïcha apparut dans l'embrasure silencieuse, observant sans s'imposer, mais prête. Personne ne le dit à voix haute, mais tous savaient que la pièce allait changer. Cette fois, non pas en sanctuaire du passé, mais en promesse pour le présent. Ils commencèrent cet après-midi-là. Aïcha partit en ville et revint avec des sacs remplis d'étoiles et de planètes autocollantes de lunes phosphorescentes et d'un modèle de système solaire en plastique qui tournait au toucher. Étienne resta avec les garçons, pas intrusif, mais pas loin non plus, les laissant mesurer l'espace avec leurs mots et leurs choix. « Au-dessus de la porte », dit Noé en pointant un mur nu. « Les étoiles doivent aller au-dessus de la porte. » Léo hésita. « Constellation réelle ou inventée, les deux », dit Aïcha en revenant lui lançant un paquet de stylos pailletés. « Faisons que le ciel raconte votre histoire. » Ils collèrent, décollèrent, replacèrent des autocollants jusqu'à ce que le plafond soit un chaos de galaxies. Puis vint la peinture. Étienne choisit une teinte appelée première lumière, un bleu poudré comme l'aube. Ils trempèrent les pinceaux, roulèrent la couleur sur les murs manches retroussées. Léo et Noé guidèrent les gestes avec leurs rires et leurs doigts tachés. Quand une trace partit de travers des, Étienne ne la corrigea pas. « Laisse-la, dit-il. Ça ressemble à une comète. » Ils la gardèrent. Cette petite reddition à l'imperfection pesait plus que ce qu'ils admettaient, mais personne ne voulut l'exprimer. C'était l'idée de Noé de mettre leurs empreintes de main sur le mur près de l'interrupteur. « Comme ça, on saura toujours que c'est à nous, » dit-il. Aïcha prit leurs paumes une par une, les plongea dans de la peinture lavable et les pressa sur le bleu fraîchement appliqué. Les petits doigts s'écartèrent, les couleurs se chevauchèrent, et lorsqu'elles séchèrent, elle s'agenouilla avec un marqueur noir et écrivit soigneusement le prénom des garçons sous chaque empreinte. Léo Noé. Elle s'arrêta avant d'écrire le sien. Pour la première fois depuis le début, elle hésita. Son nom avait toujours vécu sur des post-it ou des plannings de ménage, jamais sur des murs. Sa main resta suspendue, incertaine. C'est alors qu'Étienne, qui observait derrière, s'avança sans un mot. Il prit doucement le marqueur de ses doigts, s'accroupit à côté d'elle et écrivit dans ces mêmes lettres carrées, lentes et maladroites, qu'il avait utilisées dans le cahier des victoires, celles qui signifiaient qu'il essayait. Elle le fixa un long moment, puis le regarda lui. Il n'expliqua pas. Il n'en avait pas besoin. Ce seul mot tracé à l'encre indélébile disait ce qu'il n'était pas encore prêt à dire à voix haute, qu'elle appartenait ici non pas comme aide ni comme employée, mais comme quelque chose de plus solide. La transformation s'étendit au reste de la maison. Des camions de livraison arrivèrent comme des pièces de puzzle, chacun apportant une douce rébellion contre l'idée que cet espace ne pouvait pas se plier aux besoins des garçons. Un plan de travail réglable remplaça le marbre froid et trop haut de la cuisine. Une rampe se déploya sur la marche de l'entrée. Un piano droit d'occasion fut installé. Le bois était griffé et la touche du dos ébréchée. Mais lorsqu'Aïcha posa ses doigts, la note résonna claire, imparfaite, mais juste. « Ça ira », dit Étienne en souriant vers le sol comme on signe un document. Léo et Noé éclatèrent de rire en déballant avec eux. Caroline Dubois observait depuis sa pelouse, les yeux plissés, les lèvres pincées, dans une moue de désapprobation si habituelle qu'elle semblait l'incruster.
Mais cette fois, Étienne ne détourna pas le regard. Lorsqu'elle s'avança sur le trottoir bras croisés, il lui fit un signe de tête, non pas d'excuse mais ferme, avant de se retourner pour aider Noé à coller des planètes en feutrine au-dessus du nouveau coin lecture, avec un anneau de Saturne encerclant la bibliothèque. Plus tard dans la semaine, M. Delaunay revint sans prévenir. Pas de rendez-vous, pas d'appel, juste un coup à la porte et un dossier à la main. Aïcha ouvrit sans broncher, l'invita à entrer d'un regard calme, les mains propres. Il parcourut la maison lentement, comme quelqu'un déchiffrant une langue qu'il croyait connaître. Il vit le piano, les poignées adaptées dans la salle de bain, le calendrier constellé de stickers souriants et le cahier ouvert sur le plan de travail rempli de notes nettes et de puces. Il ne posa pas les questions habituelles. Il resta un long moment devant le mur, aux empreintes lut chaque prénom, ses lèvres bougeant à peine. Puis il referma le dossier. « Ça, dit-il d'une voix basse, c'est du progrès. Documentez-le. Pas de leçon, pas d'avertissement. Juste un ton qui ressemblait presque à une approbation usée par la surprise. » Il partit un instant plus tard, la porte moustiquaire claquant doucement derrière lui. Étienne le regarda s'éloigner, puis baissa les yeux vers le dossier oublié. Vide, rien d'écrit. Dehors, la pelouse de Caroline ressemblait toujours à un tapis rayé passé à l'aspirateur. Ses rosiers fleurissaient avec une précision mécanique. Mais le contraste était saisissant. À l'intérieur des empreintes colorait l'interrupteur des notes vacillantes sortirent du piano, et l'amour avait mis le désordre partout de la plus belle des manières. La maison ne se contentait plus d'être habitée. Elle respirait. Et dans le couloir, où le deuil pesait autrefois comme une chape, il y avait maintenant un mur peint de la couleur de l'espérance, parsemé d'empreintes que personne n'oserait jamais effacer. Ce soir-là, Étienne passa devant la porte et s'arrêta. Il n'entra pas. Il n'en avait pas besoin. Les prénoms étaient toujours là exactement à leur place. Surtout le dernier. Des mois plus tard, la maison ne paraissait pas seulement différente. Elle bougeait différemment. Le rythme des journées avait changé non par de grandes déclarations, mais dans une lente et obstinée métamorphose. Ce matin-là commença comme les meilleures lentes intentionnelles, ancrées dans la chaleur de ce qui avait été gagné. Le ciel dehors s'étendait sans nuages sincères, et l'océan au-delà des vitres miroitait non pas de perfection, mais de paix. Dans le salon, la famille était rassemblée, non pas réunie ni disposée, mais rassemblée comme on se choisit. Étienne se tenait près de la table basse, sa main posée non pas sur un ordinateur ou un dossier, mais sur une pile de papier reliée par une pince. Aïcha était assise en tailleur au sol, entre les jumeaux, sa tresse passée sur l'épaule, son sourire ferme, mais incertain. Léo grattait une paillette sur sa couronne en carton. Noé se blottissait contre son côté, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Et peut-être que ça l'était. Étienne s'éclaircit la gorge une fois puis deux. Quand il parla enfin, ce ne furent pas les mots eux-mêmes qui firent trembler le moment, mais la pause qui les avait précédés, comme si le langage devait demander la permission de porter un tel poids. « Ce ne sont pas des contrats, » dit-il, la voix légèrement brisée. « C'est mieux. Ou plutôt, c'est plus vrai. » Il baissa les yeux vers la requête l'encre noire, déjà sèche mais encore vibrante d'intention. Son doigt suivit les mots comme pour s'assurer qu'ils existaient vraiment. « Tutelle », continua-t-il plus doucement. « Cela signifie qu'on n'est pas seulement là. Cela signifie qu'on le choisit. Tout, vous, entièrement. » Il leva les yeux vers Aïcha alors, et elle ne sia pas. « Tu n'es pas laide, » dit-il, la voix désormais solide. « Tu es la famille. » Aïcha ne bougea pas d'abord. Ses mains reposaient sur les genoux des garçons, une sur chacun, et elle les regarda avant de répondre. Léo hocha lentement la tête. Noé fouilla dans le panier à côté de lui,
et sortit un cadre enveloppé de papier de soie. Ils le lui tendirent ensemble. La photo à l'intérieur était celle de la plage, celle qu'Aïcha avait prise des mois plus tôt sans demander de pause. Elle montrait les garçons, en plein éclat de rire, les bras flottants, les visages libérés. Étienne avait poncé le cadre lui-même. Le bois n'était pas poli, mais il était honnête. Au dos de 4 écritures différentes, on pouvait lire « Nous commençons ensemble ». Aïcha baissa les yeux vers le cadre et quelque chose dans sa poitrine se serra, non pas douloureusement, mais pleinement. C'était un sentiment sans précédent, un mélange de tant d'histoires qu'il était impossible de toutes les démêler. Elle ne pleura pas vraiment, mais sa voix chancela lorsqu'elle dit « Vous n'êtes pas obligé de faire ça ». Étienne répondit aussitôt « Nous le voulons ». Elle regarda encore les garçons. « Et vous, est-ce que vous le voulez ?» Léo attrapa le stylo sur la table et dit « On le veut déjà ». Noé pointa l'espace où les signatures devaient aller et ajouta « Il reste juste à l'écrire ». Et ils le firent. Étienne signa le premier soigneusement, puis Aïcha son nom se posant sur la page sans hésitation cette fois. Les garçons ajoutèrent leurs initiales au crayon de couleur en bas, une joyeuse défiance des conventions légales. L'avocat qu'Étienne avait discrètement consulté l'officialiserait plus tard, mais le moment était là maintenant. Le papier ne faisait pas une famille, mais le nommer, le choisir, l'écrire ensemble faisait quelque chose de plus fort encore. Cela le rendait durable. Après les signatures, Aïcha se leva et prit une inspiration si profonde qu'elle semblait rassembler toutes les versions d'elle-même qui s'étaient un jour demandé si elle avait sa place. Elle tendit les mains aux garçons et sans un mot, ils la suivirent vers les portes-fenêtres. Étienne resta derrière un instant seulement pour ramasser la pétition signée et le cadre photo, les déposant doucement sur la cheminée, à côté d'un caillou peint à la main où l'on pouvait lire « Fais confiance au chemin ». Dehors, la piscine miroitait chauffée et familière, attendant comme un chapitre qui avait encore de la place pour grandir. Aïcha s'accroupit pour vérifier les ceintures qu'elle avait autrefois cousues à la main, désormais usées mais fiables. « Prêt, capitaine ?» demanda-t-elle d'une voix lumineuse, comme une cérémonie. « Oui, madame », répondit Léo en saluant. Noé rit poussant ses roues vers la rampe comme si c'était une piste de décollage. Étienne quitta ses chaussures et posa les pieds sur le carrelage tiède sans réfléchir. L'eau les appelait non comme une épreuve, non comme une leçon, mais comme un retour à la maison. Ils glissèrent ensemble dans la piscine. Aïcha tenait la main de Léo pendant qu'Étienne soutenait Noé, puis ils lâchèrent d'emprise. Les garçons flottèrent le dos contre l'eau, les bras écartés, leur couronne légèrement penchée, mais jamais tombée. Étienne nageait près d'eux sans intervenir. Aïcha compta comme toujours. 3, 2, 1. Décollage. Et les deux garçons battirent des jambes en voyant des ondes à la surface qui accrochaient le soleil comme des fils d'argent. Personne ne serait dit. Personne n'anticipa un danger. Il n'y avait plus rien contre quoi se protéger. La piscine n'était ni une séance de thérapie, ni un terrain de jeu. C'était la leur, et ils savaient y être ensemble. Aïcha se laissa flotter sur le dos à côté d'eux, fermant les yeux. Étienne l'imita. Pour la première fois, il n'y avait aucun plan pour la suite, et c'était parfait. Le rire vint, non pas brusque et soudain, comme des mois auparavant, mais doux, superposé, familier. Il ne surprit personne. Ce n'était pas un miracle. C'était un rythme, une promesse tenue. La maison sembla expirer derrière eux, non pas comme une métaphore, mais vraiment, car parfois, un lieu retient son souffle, attendant qu'on l'aime correctement. À l'intérieur derrière la vitre, la photographie brillait encore dans son cadre. Nous commençons ensemble. Dehors, l'océan ne rugit pas, ne se fracassa pas.
Il ouvrit simplement ses paumes et dit oui. Si cette histoire vous a apporté un sourire, un souvenir ou une larme, pensez à vous abonner. Votre soutien nous aide à continuer de partager des récits qui comptent. Nous serions ravis de lire vos impressions en commentaire. Quelle partie de ce voyage vous a le plus ému? Et si vous êtes nouveau ici, n'hésitez pas à explorer d'autres histoires créées avec le même amour. Chaque geste de votre part compte énormément. Merci de faire partie de cette aventure avec nous.